Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre donc le plan qui a été celui que j'ai suivi depuis le début, mais en faisant une petite incursion dans la troisième partie que j'ai commencé à traiter juste après avoir abordé la question de l'analogie comme processus cognitif, puisque nous avons travaillé à l'occasion de cette actualité autour de l'analogie de l'Holocauste animal. On a travaillé sur la fonction discursive que j'avais prévu de traiter dans le cadre d'une présentation des grandes fonctions de l'analogie. Donc on a anticipé sur le plan et je vais revenir un tout petit peu sur cette séance de la semaine dernière pour faire une synthèse de ce que je vous ai dit, de ce qui, à mon avis, de ce qu'il convient de retenir au sujet de cette question de l'argument par analogie, et en particulier de la confusion, disons, dans laquelle se trouve le traitement dans les différents ouvrages de référence que j'ai utilisés, donc la confusion sur cette problématique de l'argument par analogie. Et puis ensuite, donc, on reprendra le plan là où on l'a laissé, c'est-à-dire je parlerai de la question de l'analogie comme relation. Et enfin, on reviendra, alors cette semaine ou la semaine prochaine, aux fonctions de l'analogie. Donc, je reprends à partir donc de ce que je vous ai exposé, qui était principalement fondé sur le dictionnaire récent, dictionnaire de l'argumentation de Plantin, mais qui était tout de même inspiré également d'autres ouvrages classiques, dont les travaux de Perelman et de Toulmin. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est pour faire apparaître, si vous voulez, les variétés de traitement de l'argument par analogie selon les auteurs. J'en ai retenu 4, on a parlé un peu de Breton, Toulmin, Perelman et Plantin, et puis on verra quelles sont les choses qu'ils intègrent à l'intérieur, quels sont les types d'arguments qui sont inclus ou pas dans la catégorie argument par analogie. Sachant que dans certains cas, l'analogie apparaît comme un cas particulier, comme un type d'argument particulier à l'intérieur d'une classe plus générale qui est la famille des arguments par analogie ou les arguments par analogie. Alors, le premier cas, c'était celui de Breton. Vous vous souvenez de ce schéma que je vous avais présenté qui indique les différentes familles d'arguments avec donc une famille particulière pour les arguments par analogie, disons, la famille analogique, au sein de laquelle vous voyez qu'il y a un type particulier qui est l'analogie. Donc, il y a déjà une confusion entre la famille générale d'arguments qu'on appelle par analogie et puis l'argument par analogie lui-même. Je vous rappelle que ces arguments par analogie ou cette famille analogique d'arguments était définie de la façon suivante: établissement entre deux zones du réel jusque-là disjointes d'une correspondance qui va permettre de transférer à l'une les qualités reconnues de l'autre. Cette idée de transfert entre deux zones du réel, cela rappelle bien entendu le processus du mapping. L'opinion que l'on veut défendre peut être mise en rapport avec une opinion et une réalité qui, elle, est déjà admise par l'auditoire. Donc ça, c'est la différence, le contraste qu'il y a entre la source et la cible de l'analogie. La source est plus connue, plus acceptée, etc. Et la cible est donc ce qu'on veut faire admettre dans le cadre de la théorie de l'argumentation, enfin des théories de l'argumentation. Et puis, dernier point, l'analogie est souvent frappante, donc elle favorise l'adhésion. Alors ce caractère frappant, on y reviendra. Il peut être frappant parce que surprenant, mais il peut être frappant parce qu'il produit un effet d'image. C'est un point qui n'est pas développé ici. Alors donc vous voyez qu'à l'intérieur de l'analogie, de la famille analogique d'arguments, il y a, outre le cas de l'argument par analogie à proprement parler,
le cas de l'exemple, de l'argument par l'exemple, qui est intégré dans cet argument par analogie, et le cas de la métaphore, qui est aussi considéré comme un cas de l'analogie. Bon, chez Toulmin, on n'a pas du tout approfondi, hein, je ne vais pas le faire non plus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire, mais vous voyez que dans sa liste des formes de raisonnement, il y a un cas pour l'analogie qui se distingue d'autres cas, généralisation, cause, etc., etc. Bon, donc il y a bien un traitement séparé d'autres types d'arguments. Chez Perelman, alors vous voyez que vous vous souvenez, le classement des procédés d'argumentation chez Perelman est fondé sur une distinction entre les procédés de liaison et les procédés de dissociation, les procédés de liaison étant eux-mêmes divisés en arguments quasi-logiques, arguments basés sur la structure du réel et arguments qui fondent la structure du réel. Le raisonnement par analogie, lui, est intégré dans le cadre des liaisons qui fondent la structure du réel, et il inclut la métaphore. Mais voyez que l'exemple n'est pas cette fois-ci inclus dans l'analogie. Il est traité, certes, dans la même rubrique des liaisons qui fondent la structure du réel, mais il n'est pas intégré à l'analogie elle-même. Donc, chez Perelman, il y a une sorte de différence de catégorisation entre le cas de l'argument par l'exemple et le cas de l'argument par analogie. Et puis, là aussi, l'analogie apparaît comme un des cas du raisonnement général par analogie. Dans le raisonnement par analogie, il y a l'analogie et la métaphore. De même que pour Breton, hein, dans le cas du raisonnement par analogie ou de l'argument par analogie, il y a l'analogie, l'exemple et la métaphore. Bon. Ensuite, chez Plantin, nous avions, je vous avais montré que synthétiquement on aboutissait à ce type de classement avec donc une analogie catégorielle, une analogie de proportion, une analogie structurelle. Bon, je ne reviens pas sur le fait que ces différents cas de figure renvoient à différentes fonctions de l'analogie. Ça n'est pas forcément très pertinent de développer ce point-là. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est que, vous voyez, que l'argument par la définition ou l'argument par l'exemple font bien partie ici de l'argument par analogie. Hein. En revanche, la métaphore est traitée différemment de l'analogie. C'est-à-dire que cette fois-ci, chez Plantin, la métaphore est considérée comme quelque chose de différent de l'analogie. Alors comment il le justifie ? J'avais déjà donné cette citation qui indique que la différence se situe ici, alors que l'analogie maintient séparés les deux domaines, source et cible, ou il l'appelle lui ressource, domaine problème, cette métaphore pousse à les identifier. Enfin, la métaphore pousse à les identifier. La métaphore argumentative. Donc, outre le fait que, ça c'est une définition générale de la métaphore, qu'elle est une prédication déviante, dans la mesure où elle associe deux choses éloignées, eh bien, ce qui est spécifique de la force argumentative de la métaphore est développé ici. Le locuteur sollicite la coopération interprétative du destinataire. Comme elle crée de la coopération, elle force les accords préalables. C'est un processus de co-construction liant l'orateur et l'auditoire. Bon, la force argumentative de la métaphore tient non seulement à ce que, comme l'analogie structurelle, elle introduit un modèle de la situation ciblée, c'est-à-dire une source par rapport à une cible, mais en ce qu'elle pousse l'analogie jusqu'à l'identification. C'est en cela qu'elle produit un effet de restructuration du réel. Donc vous voyez que le critère différentiel qu'utilise Plantin pour distinguer l'argument par métaphore de l'argument par analogie, c'est un critère fondé sur le fait que la métaphore va jusqu'à l'identification, alors que l'analogie n'irait pas jusqu'à l'identification. Or nous avons défini l'analogie d'une manière générale comme un processus
d'identification, ou tout au moins qui tend vers l'identification. Hein. Bien sûr, il faudrait imaginer de la même manière qu'il y a un continuum de la similarité. Je crois que je vous avais montré cela au premier cours. Hein. Les choses peuvent être plus ou moins similaires, très proches jusqu'à être presque identiques, et un tout petit peu similaires jusqu'à être vraiment complètement différentes. Bon, eh bien, la notion d'identification qui caractérise l'analogie peut, elle aussi, être vue sous la forme d'un continuum. Il peut y avoir une identification totale, partielle, très forte, et puis une identification plus ou moins assumée. Mais ça n'empêche pas que le concept d'identification peut être vu comme étant partie prenante du processus analogique lui-même. Bon, le choix terminologique que fait Plantin ici sépare analogie et métaphore. Alors, il exemplifie, je n'avais pas commenté cet exemple, je n'avais pas eu le temps la semaine dernière, donc je le fais maintenant, à partir de ce texte, qui est le suivant, donc un texte de Sextus Aurelius Victor. Le peuple s'était séparé des sénateurs pour s'affranchir des impôts et du service militaire, et l'on tentait, pour le rappeler, d'inutiles efforts. Un jour, dit Agrippa, député vers lui, vers le peuple, les membres du corps humain, donc c'est là que commence la métaphore, les membres du corps humain, voyant que l'estomac restait oisif, séparèrent leur cause de la sienne, et lui refusèrent leur office. Mais cette conspiration les fit bientôt tomber eux-mêmes en langueur. Ils comprirent alors que l'estomac distribuait à chacun d'eux la nourriture qu'il avait reçue, et rentrèrent en grâce avec lui. Ainsi, le Sénat et le peuple, qui sont comme un seul corps, périssent par la désunion, et vivent pleins de force par la concorde. Cet apologue ramena le peuple, qui cependant créa des tribuns de son ordre pour défendre sa liberté contre l'orgueil des nobles. Bon, alors, si en effet l'apologue que Plantin donne comme un exemple d'argument par métaphore ramène le peuple, c'est que l'argument aura été efficace, hein, croyons-le sur parole. Mais le problème, c'est que dans ce cas, quelle est la différence avec l'exemple, hein, la définition de l'argument par l'exemple, je vous le rappelle, chez Plantin, c'était l'idée que on avait, et il s'inspirait d'Aristote d'ailleurs sur ce point, que donc on avait des exemples de deux types fondés sur des faits inventés ou paraboles. Hein. Donc, quelle est la différence entre ce cas-là, vu comme une métaphore, et la parabole? Franchement, moi je n'en vois pas. Hein. Donc à ce moment-là, on est obligé de revoir les limites, les frontières des différentes catégories. Alors au total, donc, si on remplit le petit tableau que je présentais au début, et qu'on regarde quels sont les différents cas intégrés dans les différents types d'arguments intégrés dans la catégorie argument par analogie, on voit que chez Breton, l'argument par l'exemple, l'argument par la métaphore sont intégrés, l'argument par la définition ne l'est pas, l'argument par comparaison, alors ça n'est pas explicite mais manifestement il l'est, et il y a une catégorie à part pour l'argument par analogie. Pour Toulmin, il faudrait vérifier, je n'ai pas eu le temps de le faire là, mais il faudrait vérifier où il situe chacune de ces catégories. Pour Perelman, l'argument par l'exemple ne fait pas partie donc de l'argument par analogie. En revanche, l'argument par métaphore en fait partie. L'argument par la définition n'en fait pas partie, ni l'argument par comparaison. Et il y a une catégorie à part pour l'analogie. Et chez Plantin, eh bien, on a quand même des solutions, vous voyez, assez inverses à celles de Perelman, hein, où l'argument par l'exemple est intégré alors qu'il est refusé chez Perelman, la métaphore est non intégrée alors qu'elle l'est chez Perelman, etc., etc. Vous voyez, donc, on a quand même il y a une clarification à faire sur cette notion de l'argument par analogie. Hein. Et à mon avis, cette clarification, elle passe par une définition correcte de l'analogie. Alors qu'en général, si vous voulez,
les spécialistes de l'argumentation partent plutôt de définitions sérieuses, etc., de l'argumentation et d'aspects historiques. Hein. On pourrait aussi ajouter dans la liste Aristote pour voir un petit peu comment ça se passe, d'accord ? Mais, comment dire, le concept d'analogie pour lui-même, évidemment, n'est pas au centre de leurs préoccupations, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt le concept d'analogie. Mais la faiblesse de problématisation du concept d'analogie lui-même rend, à mon avis, problématique la caractérisation de l'argument par analogie. Alors, il y aurait un autre exemple intéressant à examiner, que j'en avais un petit peu parlé l'année dernière. Bon, je ne vais pas pouvoir y revenir vraiment, mais je vous laisse quand même sur le PowerPoint une petite série de textes que vous pourrez regarder si ça vous amuse, qui donc traite de la question du burkini, qui en France, pas tellement l'été dernier, mais l'été encore avant, a créé une polémique. Hein. D'ailleurs, un certain nombre de journalistes ou de commentateurs avaient dit que ça recommencerait cette polémique cet été, et puis pas du tout en fait. Hein. Apparemment, ça s'enfonce un peu dans les ça s'oublie. Bon, de temps en temps, dans certaines villes, là, j'ai vérifié avant de venir, il y a une petite affaire dans une piscine où voilà, un petit conflit entre des personnes liées à cette question, mais au fond, pas du tout l'espèce de polémique et d'emballement médiatique qu'il y a eu en 2016. Alors, ce qui était intéressant au moment de cette polémique, c'est que pour argumenter, systématiquement, les journalistes ou les intellectuels, si on veut, ont utilisé des arguments par analogie. Alors, ce texte-là, qui vient du Figaro, enfin de la version électronique du Figaro, est un texte qui conteste une analogie, qui a été utilisé par des défenseurs du burkini, qui disaient, au fond, le burkini, c'est exactement comme les anciens maillots de bain de la Belle Époque, qui couvraient tout le corps. En France, les hommes ou les femmes portaient des maillots de bain qui couvraient tout le corps. Donc l'argument était de dire, après tout, le burkini est du même type que ce type de maillot de bain, donc ça ne pose pas de problème. Alors l'auteur ici essaie de montrer que cette argumentation est une erreur, hein, et ça pourrait être intéressant d'examiner pourquoi. Alors il conteste un certain nombre de propriétés communes, etc., etc. Bon, je vous laisse découvrir ce premier texte. Ensuite, il y a un autre texte d'un philosophe, Christian Godin, qui lui aussi conteste un certain type d'analogie. Vous voyez que son article s'intitule « Le démon de l'analogie ». Et là, c'est une analogie qui a été faite entre une affaire qui a eu lieu à l'époque de Jaurès, liée au fait que les curés s'habillaient en soutane dans la rue, et avec un débat public autour de est-ce que les curés doivent ou pas se promener en soutane dans l'espace public. Donc une autre analogie pour penser cela. Une analogie inverse qui avait été proposée par Raphaël Enthoven, c'est celle-ci: les partisans du burkini défendent-ils au nom de la tolérance qu'ils invoquent le port du string sur les plages saoudiennes? Alors l'argument était simple, hein, était de dire, mais on reproche à la France d'être intolérante parce qu'elle refuse le burkini, mais est-ce qu'en Arabie Saoudite on autoriserait le string ou le monokini? Bon, bien sûr que non. Hein. Bien sûr que cette analogie est habile parce qu'elle montre un peu que ce qui est en jeu là-dedans, ça n'est pas du tout une question de tolérance, ou alors que la question de la tolérance ne se pense pas de la même façon selon les cultures. Bref, c'est une autre stratégie. Et puis là, une autre analyse encore que vous pourrez lire qui fait une synthèse, si vous voulez, de beaucoup d'analogies, vous voyez,
comparaison n'est pas raison, et on assiste depuis le début de la polémique à un défilé de paralogismes et analogies douteuses. Donc ce texte un peu plus long reprend toutes sortes d'analogies, et les examine, etc. Donc vous voyez que ces deux exemples montrent que, l'exemple de l'Holocauste animal et l'exemple du Burkini montrent qu'à certains moments, ça n'est pas systématique, mais pour certains problèmes qui ont une ampleur, si vous voulez, sociale assez large. Parce que, évidemment, les pays connaissent toutes sortes de débats autour de problèmes économiques, sociaux, etc. Mais il y a des problèmes qui touchent au plan culturel, au plan, enfin tout au moins, qui ont un écho vraiment dans la population générale. C'est-à-dire que tout le monde peut comprendre et a un avis sur la question. Lorsqu'il est question de problèmes économiques compliqués, du rôle de l'Europe, je ne sais quoi, d'affaires internationales, évidemment, les Français, pour parler uniquement de la France, mais c'est le même problème dans d'autres pays, n'ont pas forcément un avis. Mais sur des affaires comme est-ce que c'est bien de manger des animaux ou pas, est-ce que c'est bien de porter un burkini ou pas, là, tout le monde a un avis. Donc, il y a un développement argumentatif beaucoup plus vaste, et là apparaît très souvent l'argument par analogie, qui donc rend bien des services en dépit de son éventuelle faiblesse argumentative. Alors, quelques conclusions sur donc l'argument par analogie. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que d'abord, il faut distinguer le processus analogique de la similarité. Ça, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, mais si vous voulez, l'absence de cette distinction introduit beaucoup de confusion. On peut être d'accord sur la similarité, oui, d'accord, il y a une similarité, mais on peut être en désaccord sur la question de l'identification et sur le degré d'identification. Donc il faut séparer les deux débats. Il y a un débat sur la similarité et un débat sur l'identification, et sur les conséquences de l'identification. Ensuite, le processus analogique, donc, peut dans certains cas avoir un effet d'image. Donc un effet qu'on pourrait appeler métaphorique, mais je vous en reparlerai lorsque je parlerai de la fonction figurative de l'analogie. Parce qu'au fond, ça c'est une autre fonction qui est en jeu, qui est liée à la question de l'imageabilité, et au fait que certaines analogies produisent des effets d'image qui jouent un rôle dans l'argumentation. Mais ça n'est pas systématique pour les analogies, et au fond, la chose doit être traitée différemment. Donc, il faudrait approfondir ce concept de figurativité ou d'imageabilité, mais on en reparlera éventuellement d'une manière expérimentale d'ailleurs. Et puis, une remarque générale, mais là aussi j'y reviendrai lorsque on reparlera de contiguïté et de similarité à partir du célèbre article de Jacobson, du texte de Jacobson, sur ce point. On peut classer au fond l'ensemble des arguments en fonction de cette distinction entre similarité et contiguïté. Il y a des arguments qui relèvent de la similarité, analogie, définition, exemple, etc. Et puis les arguments reposant sur la relation de contiguïté, donc d'être à côté d'eux temporellement ou spatialement. Donc j'intègre la question de la cause comme un cas de la contiguïté. Donc les liaisons de succession, les liaisons de coexistence, donc qui entrent sous la rubrique de la contiguïté. Mais si vous voulez, cela met en jeu une typologie d'ensemble de l'argumentation, et ça dépasse un peu notre sujet pour l'instant. Troisième remarque, l'argument par analogie est souvent faible, du point de vue de sa qualité. C'est-à-dire qu'on peut facilement être en désaccord sur l'identification. Mais on se demande pourquoi, à ce moment-là, il est si souvent utilisé, si spontané. Très souvent, quand vous argumentez, même dans la vie quotidienne, vous êtes amené, pour essayer de convaincre votre interlocuteur qui résiste à vos arguments, écoute, c'est comme si très vite ça vient, ce type d'argument. Donc, le fait que l'analogie apparaisse très spontanément dans l'argumentation ordinaire, quotidienne, eh bien, à mon avis, c'est
une trace du fait que l'analogie est vraiment un processus fondamental, très naturel, dans la cognition humaine. Bon, il y a aussi, si vous voulez, mais ça c'est un point plus technique, une caractéristique des processus analogiques qui est leur fluidité, le fait qu'on modifie l'analogie en fonction de la réaction avec la cible, hein. Le mapping, on peut l'affiner au fur et à mesure en temps réel. Bon, et dans le cas de l'argumentation, la dimension interactionnelle de l'argumentation, elle peut être prise en charge par le concept d'analogie. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet de l'argument par analogie? Parce que s'il n'y en a pas, on va passer au sujet suivant. Ça va? Bien, alors, je reviens donc à mon plan, et j'avais donc traité cette question de l'argumentation par analogie comme un exemple, enfin, comme le cas prototypique de la fonction discursive de l'analogie. Il n'y a pas que cela dans la fonction discursive de l'analogie. Il y a aussi dans la fonction discursive de l'analogie, l'analogie qui sert, l'analogie pédagogique, hein, l'analogie didactique, qui est utilisée non pas pour convaincre, mais pour expliquer quelque chose de manière plus simple, et puis la vulgarisation, l'analogie pour la vulgarisation qui ressemble beaucoup à la problématique didactique, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur cette question. L'analogie est une ressource dans l'enseignement, bien sûr. Comme je vous le disais, j'ai donc fait une anticipation sur cette troisième partie au sujet des fonctions de l'analogie, mais je souhaitais traiter d'abord le deuxième point que j'avais annoncé, c'est-à-dire le fait que l'analogie est une relation donc elle est une relation entre au moins deux éléments ou deux structures, et la question est de préciser entre quoi et quoi y a-t-il une relation dans le cas de l'analogie. Alors, avant d'entrer dans le détail des éléments qui vont potentiellement entrer en relation d'analogie dans la perspective linguistique, je vous donne un certain nombre d'oppositions qui sont utiles pour décrire les analogies. Alors, il y a d'abord ce qu'on peut appeler la nature des constituants de l'analogie. Et ce point recouvre l'opposition entre deux types d'analogies que j'appelle les analogies homogènes et les analogies hétérogènes. Une analogie homogène, c'est tout simplement une analogie entre deux entités ou deux structures qui sont de même nature ontologique, c'est-à-dire entre deux sons, entre deux concepts, entre deux situations, entre deux textes. D'accord ? Donc deux choses qui appartiennent au même monde. Alors qu'une analogie hétérogène, c'est une analogie entre deux choses qui sont de nature complètement différente, ontologiquement. Par exemple, donc typiquement, c'est le cas de la problématique de l'iconicité. Quand on dit qu'il y a éventuellement une analogie entre un son et une signification, on a typiquement affaire à une analogie hétérogène. Alors, il faut ajouter, je le préciserai tout à l'heure, un cas intermédiaire, que par commodité j'appelle homo-hétérogène, c'est-à-dire des cas d'analogie homogène, mais qui supposent à l'intérieur, puisque analogie homogène, on a dit, on a une analogie entre deux entités ou deux structures d'un même monde. Mais dans certains cas, les analogies sont fondées sur le fait que ces deux entités qui appartiennent au même monde sont caractérisées par une différence fondamentale et un éloignement. Donc elles sont homogènes, mais elles sont distantes. Bon, par exemple, dans le cas de la métaphore, vous savez bien qu'une métaphore fonctionne bien lorsque les deux entités sont quand même distinctes, mais la métaphore reste une analogie homogène. Ensuite, il y a, d'un point de vue plus strictement cognitif, le niveau de l'analogie. Est-ce que l'analogie se situe
se situe plutôt à un niveau sensoriel, donc une analogie de bas niveau. C'est le cas, par exemple, donc des associations transmodales, hein, lorsqu'on associe spontanément un son à une signification, une couleur à... enfin, un son à une couleur, etc., etc. Ça, ce sont des analogies de bas niveau, quasi sensorielles. Et puis les analogies de haut niveau, qui sont donc conceptuelles, conceptualisables, etc. Pour la structure de l'analogie, je passe rapidement puisque nous en avons déjà parlé. Il y a des analogies binaires entre deux éléments ou deux structures, et puis des analogies proportionnelles. A est à B, ce que C est à D. Hein. Donc l'analogie binaire, elle s'exprime sous la forme X est analogue à Y, et l'analogie proportionnelle sous la forme X est à Y, ce que Z est à T, ou A est à B, ce que C est à D, comme vous voudrez, peu importe. Un détail tout de même, parfois l'analogie binaire est une formulation raccourcie d'une analogie proportionnelle. Rappelez-vous, je crois que je vous avais donné l'exemple du Soleil et de l'atome, hein, de la structure du système solaire et de la structure de l'atome. On pouvait dire que le Soleil est aux planètes, ou plutôt les électrons sont au noyau de l'atome, ce que les planètes sont au Soleil. C'est une analogie proportionnelle. Mais cette analogie proportionnelle, on peut la formuler sous une forme binaire en disant qu'il y a une analogie entre le système solaire et le système de l'atome, la structure de l'atome. Le type ontologique de l'analogie renvoie à une distinction entre les analogies qui existent dans la nature, dans le monde, ce que j'appelle l'analogie d'essence. Hein. L'analogie, elle est dans ce cas-là par essence, ou la similarité, elle est par essence. Enfin, disons, c'est une analogie. À chaque fois, il faut comprendre, bien sûr, quand je parle d'analogie, qu'il y a une similarité sous-jacente. Hein, donc, qu'il y a des similarités dans la nature. Par exemple, je ne sais pas moi, prenez deux types d'arbres, mettons deux chênes différents. Hein. L'un va être peut-être plus grand que l'autre, va avoir plus feuillu que l'autre, mais ils ont quand même des similarités. Et ces similarités, elles ne sont pas dues à votre regard sur les choses. Elles ne sont pas dues à vos représentations. Ces similarités, elles sont dues au fait que ces deux arbres proviennent d'un même type de... comment dire pardon ? Oui, c'est ça. Ce sont des arbres de même type, hein, et donc le fait qu'ils se ressemblent, qu'ils aient des similarités, est fondé en nature, d'accord ? Donc c'est un point important parce que on a très vite tendance à penser que la similarité n'est qu'une affaire de représentation humaine. Mais non, il y a des similarités, il y a des régularités dans la nature. La nature, existe. Je veux dire que elle n'est pas que ce que nos représentations elle n'est pas réductible aux représentations que nous pouvons en avoir. Bon. Après, l'atteindre réellement est une autre affaire, mais bon. Et donc j'oppose l'analogie d'essence, qui est dans la nature, aux analogies de représentation, qui sont éventuellement simplement des représentations qui n'existent pas, ou dont la question de l'existence naturelle ne se pose pas. On peut également classer les analogies selon leur conscience. Il y a des analogies très spontanées, non conscientes, je dirais, voire inconscientes. Hein. Il y a des analogies dans votre inconscient. Votre inconscient, vous savez bien hein, que dans le rêve, dans votre vie psychique, l'analogie joue un rôle important, mais bon, elle joue aussi un rôle simplement sur un plan non conscient, plus ou moins automatique, quoi. Et cette conscience ou cette inconscience de l'analogie s'oppose à l'analogie volontaire. Lorsque vous
effectuez volontairement un raisonnement par analogie, lorsque vous cherchez par exemple une analogie dans une argumentation comme on l'a vu tout à l'heure, là on a affaire à une analogie totalement volontaire. Mais dans certains cas, les analogies sont automatiques ou spontanées. Et j'ajoute donc ce troisième cas inconscient, hein, au sens vraiment psychanalytique du terme. Et puis il y a le degré de sédimentation de l'analogie, c'est-à-dire qu'il y a certaines analogies qui sont stabilisées cognitivement pour certains individus, c'est-à-dire que certaines personnes ont l'habitude d'une analogie, elle est ancrée dans leur système cognitif, ou bien elle est ancrée culturellement, mais d'autres analogies sont nouvelles, sont neuves, hein, elles relèvent d'innovation sémantique. Bien, alors, ces notions nous serviront petit à petit lorsque nous décrirons les différentes fonctions de l'analogie, les différents types d'analogie. Alors, je reviens à ma question du début. L'analogie est un processus d'identification fondé sur une relation de similarité. Relation entre quoi et quoi? Alors, je distingue 6 types d'entités fondamentales qui sont pour moi les éléments minimaux, mais qui n'épuisent absolument pas la description, même au plan linguistique. Alors, il va de soi que ici, nous nous limitons à l'analogie dans le cadre de l'analyse linguistique. Alors, dans le cadre de l'analyse linguistique, les entités à prendre en compte pour examiner leurs éventuelles relations de similarité qui permettront des processus analogiques sont les suivantes. Il y a d'abord ce que j'appelle les événements sensorimoteurs, ESM. Donc les événements sensorimoteurs, ce sont les événements qui vous permettent, en réception, d'entendre ce qui se dit ou de voir ce qui est écrit. Et du point de vue moteur, ce sont les événements corporels qui vous permettent d'articuler, de parler, etc. Dans certains cas, dans certaines pathologies, ce niveau de production ou de réception du langage est altéré. Bon, c'est une composante de la description. Il y a, si vous voulez, aux confins de la description d'un processus linguistique, des événements sensorimoteurs, sensoriels en réception, moteurs en production. Ensuite, deuxième type d'entité, le signifiant. Alors, signifiant oral ou graphique. Le signifiant, lui, est une abstraction. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur ce point que je considère comme acquis. Il y a une distinction entre un phonème et les sons produits qui correspondent à ce phonème. Ça n'est pas la même chose, phonème et des sons. Bon. Le phonème relève du plan du signifiant, alors que les sons relèvent du plan de l'événement sensorimoteur lorsqu'on l'envisage dans sa prise en charge par un individu. On peut aussi voir les événements sensorimoteurs dans leur description acoustique, par exemple. Strictement acoustique, indépendamment donc de l'appareil sensoriel ou moteur. Bon, donc les signifiants doivent aussi être pris en considération. Les signifiés, ce sont donc les contreparties du signifiant au sens saussurien, qui véhiculent de la signification et qui sont propres aux langues. C'est cela qui les oppose au concept, le concept étant
si on le prend en compte dans la description linguistique, ce avec quoi certains linguistes ne sont pas forcément d'accord, mais le niveau conceptuel est un niveau qui, d'une certaine manière, transcende les langues, hein, est indépendant des langues. Vous pouvez décrire conceptuellement une maison par un certain nombre de caractéristiques à la fois fonctionnelles, descriptives, etc. Vous aurez des mots différents selon les langues pour distinguer, je ne sais pas, une maison, un abri, un château, bref, toutes sortes de mots désignant des habitats. Mais dans tous les cas, vous aurez un concept d'habitation, etc. Que vous pouvez nommer le concept de maison, habitation régulière. Bien, ce concept est par principe différent du signifié dans la mesure où il n'est pas spécifique aux langues, bien que certaines distinctions conceptuelles existent dans des langues, d'autres n'existent pas. Mais, disons, ne sont pas manifestées par des signes. Hein. Si vous voulez, les signifiants et les signifiés, qui donc, par leur ensemble, constituent le signe, se différencient également du plan conceptuel au sens où il y a parfois des réalités conceptuelles qui ne sont pas sémiotisées dans les langues. Il n'y a pas de signe ou pas de mot pour désigner certains concepts qui existent via des mots dans d'autres langues. Hein. C'est un phénomène bien connu. Et puis enfin, R, le dernier point, la réalité externe, c'est-à-dire le monde extérieur à nous, tel qu'il existe, et il doit être pris en considération, puisque parler, c'est tout de même parler de choses qui éventuellement existent dans les... le caractère un petit peu compliqué de cette notion de réalité externe, c'est qu'on peut y intégrer des réalités disons culturelles dans certains cas. Hein. Bon, mais je n'insiste pas sur ce point parce que ça me mènerait trop loin. Alors, il faut ajouter les deux types d'analogies qu'on va prendre en considération, analogie homogène et hétérogène, qui vont donc intervenir pour établir les relations entre ces différentes entités. Donc, ce qui est évident, c'est que si j'ai une analogie entre des événements sensorimoteurs, ce sera une analogie homogène. Si j'ai une analogie entre un événement sensorimoteur et un signifié ou un concept, voire un signifiant, j'aurai une analogie hétérogène. D'accord ? Le principe, au fond, est très simple. Et ça donne, si vous voulez, un tableau d'ensemble qui est celui-ci. Donc vous avez un tableau à double entrée, événement sensorimoteur, signifiant, signifié, signe, concept, réalité externe, avec donc, dans les diagonales, forcément des analogies homogènes, et puis tous les autres cas sont des analogies hétérogènes. Alors, pour simplifier, dans un premier temps, on peut dire que la relation est symétrique. Ça n'est pas vrai d'une manière générale, mais pour simplifier. Donc, vous voyez que si vous considérez par exemple que l'analogie entre signifié et événement sensorimoteur est du même type que l'analogie entre événement sensorimoteur et signifié, le nombre de cas se réduit à la moitié du tableau. Hein, une seule, la moitié d'un des deux côtés de cette diagonale. Alors, il faut ajouter l'analogie homo-hétérogène, qui existe dans certains cas, qu'il faut prendre en considération chaque fois qu'on a une analogie entre deux cas de figure. Alors, parmi l'ensemble de ces situations, théoriquement possibles, hein, là, c'est, si vous voulez, ce tableau, sans le compliquer forcément, on peut le garder sous sa forme incluant le cas de l'analogie homo-hétérogène. Ce tableau, il est censé représenter tous les cas imaginables de similarité possible entre différentes entités linguistiques fondamentales et à partir desquelles donc on pourra imaginer que se produisent des processus analogiques. Alors bien sûr, ce tableau complet présente des cas qui
qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, hein, qui sont soit triviaux, soit qui n'existent pas. Donc il faut bien sûr faire un tri à partir de tout cela. Alors je vais vous donner quelques exemples de chacune de ces catégories. D'abord pour les analogies homogènes. Donc, si vous considérez l'analogie entre signifiants, vous avez affaire au cas classique, si vous voulez, de la rime, de la paronomase, enfin, etc., chaque fois que des signifiants se ressemblent. Alors, où se trouve l'analogie là-dedans? Vous savez bien que dans le commentaire, par exemple, d'un texte poétique, quand on examine les rimes, on cherche à voir dans quel cas une rime, donc une ressemblance entre deux signifiants, vise à établir une relation entre les deux signifiés. Et c'est là qu'il y aura un effet d'analogie produit par la rime. D'accord ? Pour la paronomase, c'est la même chose. Hein. On va utiliser des mots qui se ressemblent un peu. Bon, j'aurais dû vous prévoir quelques exemples, mais dans la publicité, il y en a beaucoup. Hein. De cas où une ressemblance de signifiants vise à produire une ressemblance des signifiés, et c'est là l'effet d'identification. Si vous voulez, il y a une ressemblance fondée sur le signifiant, et on va vers l'identification des signes. Le cas de la similarité entre signifiés, eh bien, on peut l'illustrer par le cas de la synonymie, ou plus largement de la parasynonymie, synonymie approximative, ou de la polysémie, etc. Hein. Tous les cas où vous avez des signifiés qui sont plus ou moins proches. Alors là, la question de l'analogie se présente lorsque on a une éventuelle confusion entre des signes qui ont des signifiés similaires. L'analogie homogène entre des événements sensorimoteurs renvoie au concept même de phonème, puisque lorsque vous prononcez des phonèmes, le son que vous produisez lorsque vous dites, je ne sais pas, là, eh bien, imaginons que chacun d'entre vous, l'un après l'autre, nous prononcions la syllabe là, et on l'enregistre. On regarde ses caractéristiques acoustiques. Bon, on trouvera des similarités mais des différences hein, qui sont liées au fait que certains ont une voix plus grave que d'autres, certains ont peut-être un accent, je ne sais quoi, enfin bref, il y aura des différences. Mais ces différences n'empêchent pas que sur le plan du phonème, on a affaire à une séquence, sur le plan phonémique, si vous voulez, on a affaire à une syllabe formée, dans tous les cas, quelles que soient les caractéristiques des événements sensorimoteurs, on a affaire, dans tous les cas, à une même séquence de phonèmes, qui forment une syllabe, là. Bien, alors, si je rappelle ces choses tout à fait élémentaires, c'est d'une part, simplement pour vous dire que le phonème en lui-même, le simple concept de phonème est déjà un concept analogique. Et que, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, notre perception du langage est catégorielle. C'est-à-dire que nous percevons bien des catégories de phonèmes, mais pas, si vous voulez, des continuums. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'opposition entre P et B, P, B, donc l'opposition entre une occlusive sourde et une occlusive sonore, ce sont deux catégories de phonèmes, les phonèmes sourds et les phonèmes sonores. Certains font vibrer les cordes vocales, d'autres pas. Bien. Dans le cas de certaines pathologies du langage, l'aphasie, des sujets produisent des sons, des occlusives qui, du point de vue de leurs caractéristiques acoustiques,
sont intermédiaires, sont un peu plus sonores que les sourdes, ou un peu plus, mais moins sonores que les vrais sonores. D'accord ? Donc, une sorte d'intermédiaire entre les sourdes et les sonores. Or, cela, ça se détecte avec des appareils acoustiques, mais à l'oreille, on ne l'entend pas. Selon les personnes, vous allez entendre une sourde ou entendre une sonore, mais jamais entre les deux. Autrement dit, notre apprentissage du découpage du continuum sonore que forment les phonèmes nous amène à, lorsque nous apprenons une langue, enfin dans le développement du langage chez l'enfant, nous amène à être de plus en plus compétents pour isoler les phonèmes d'une langue donnée. Mais en apprenant à isoler les phonèmes d'une langue donnée, nous perdons la capacité d'entendre vraiment les sons et nous les catégorisons tout de suite, nous les mettons dans des catégories. C'est pour ça qu'on parle de perception catégorielle. Donc ces catégories que sont les phonèmes, ce sont, puisque c'est la fonction catégorisatrice de l'analogie, on y reviendra, c'est un cas, si vous voulez, exemplaire de l'analogie dans le langage. On le sait bien, lorsque vous entendez parler une langue que vous ne connaissez pas du tout et qui est très différente de la vôtre. Alors je prends toujours cet exemple, je m'en excuse auprès des étudiants chinois, mais c'est le cas pour les Français qui entendent du chinois et qui, très peu de Français connaissent le chinois. Eh bien, on n'entend même pas la différence entre les sons. Je veux dire, on ne sait pas isoler les phonèmes. D'accord ? Bien, quatrième cas, les analogies homogènes entre référents. Bon, prenez l'exemple que je donnais tout à l'heure de deux chaînes. Ce sont deux référents, deux choses, mais qui sont une seule et même catégorie. Donc cela renvoie à la question de la catégorie sémantique ou conceptuelle. Et puis les analogies entre des signes, qui là renvoient à la notion saussurienne de motivation relative. Il peut y avoir des similarités entre des signes fondés sur disons la construction des mots, des unités lexicales, préfixation, suffixation, etc. On verra des exemples. Bien, alors je vais reprendre. Alors, nous avons énuméré là les types d'analogies homogènes les plus... disons la liste des 5 types d'analogies homogènes qui apparaissent à partir du tableau que je vous ai présenté. Maintenant, les analogies homo-hétérogènes qui donc supposent à l'intérieur de l'homogénéité une sorte de contraste, eh bien, elles touchent notamment, les analogies intéressantes touchent l'analogie signifiée dans le cas de la métaphore, de l'analogie didactique ou de l'analogie argumentative. Elle touche l'analogie référent-référent dans le cas de ce qu'on appelle l'analogie formelle, mais ça nous sort du champ du langage, parce que ce que j'appelle ici analogie formelle, comme le font certains philosophes des sciences, c'est le fait qu'un même système d'équations vaille pour des réalités complètement différentes. Donc je passe rapidement sur ce point. Et puis enfin, les analogies hétérogènes. Alors, le premier type d'analogie hétérogène qui va nous intéresser, c'est l'analogie hétérogène entre soit un signifiant, soit un phone d'un côté, c'est-à-dire un événement, j'ai mis phone ici, mais il faut comprendre événement sensorimoteur. C'est un autre nom qu'on donne aux événements sensorimoteurs qui correspondent à la réalisation des signifiants oraux. Mais j'aurais dû indiquer ici ESM. Donc d'une part signifiant ou ESM, et d'autre part signifié et référent. Et ce type d'analogie hétérogène est la caractéristique de ce qu'on appelle l'iconicité, c'est-à-dire l'analogie entre forme et contenu. Un autre type d'analogie hétérogène intéressant, c'est l'analogie entre signifié ou concept et référent. C'est cette analogie qui fonde la problématique générale de la sémantique référentielle, donc qui cherche à établir les liens entre les caractéristiques sémantiques des langues et les réalités désignées,
et puis également l'analogie cognitive au sens de Lakoff, par exemple, où on a bien, dans certains cas, vous voyez par exemple, un exemple caractéristique de cela, c'est le fait que le haut et le bas, donc ça j'en parlerai dans le cours sur les linguistiques cognitives, mais le haut et le bas, qui sont donc des propriétés, si vous voulez, qu'on peut considérer comme étant référentielles, hein, sont sémiotisés dans beaucoup de langues, ou sont conceptualisés comme correspondant le haut à du bien, à de la vie, etc., et le bas au mal, à la mort, pour des raisons relativement évidentes dans certains cas, mais en tout cas pour l'opposition vie-mort, hein, que la vie soit en haut et que la mort soit en bas, est lié évidemment au fait que lorsqu'on est mort, on est par terre, d'une certaine façon, pour le dire un peu caricaturalement. Mais bon. Et puis, les analogies signifiant-faune sont relativement, si vous voulez, c'est un phénomène relativement trivial. Signifiant événement sensorimoteur, c'est que le signifiant, tout en étant une réalité, disons, abstraite, hein, les signifiants sont en relation avec des événements sensorimoteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, dans la description d'un signifiant, comme je le faisais tout à l'heure, d'un phonème comme étant sourd ou sonore, cette opposition sourd-sonore est une opposition au plan phonologique, c'est une description phonologique, mais elle correspond, du point de vue des événements sensorimoteurs, au fait qu'on a un voisement ou une absence de voisement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une vibration des cordes vocales ou une absence de vibration des cordes vocales. Donc dans un cas, je suis dans une description du signifiant, et dans l'autre, je suis dans une description des événements sensorimoteurs. Mais il y a une correspondance. Bien. Alors, vous voyez que ici, je n'ai pas pris en compte tous les cas de figure, hein, parce que beaucoup sont non pertinents, mais je pars d'une espèce de description maximale pour réduire aux descriptions intéressantes. Alors, je reviens maintenant donc à mes fonctions de l'analogie. Donc, on a vu la fonction discursive, je n'y reviens pas. Je vais ensuite examiner ces différentes fonctions. Alors, je ne vais pas toutes les approfondir de la même façon, tout simplement parce que pour certaines, mes recherches sont plus avancées que sur d'autres. Et je vais donc commencer par la fonction catégorielle. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous voulez, pour que je donne des précisions. Hein. Là, je tiens la parole, mais vous pouvez tout à fait intervenir si vous le souhaitez. Alors, la fonction catégorielle, c'est l'idée que, à partir d'une similarité entre deux éléments x et y, on va établir une analogie entre x et y. Cette analogie ayant la fonction de signifier que ces deux éléments appartiennent à la même catégorie. D'accord ? La catégorisation, c'est-à-dire le fait de dire que quelque chose, une entité est dans une catégorie, c'est un processus analogique, puisque à partir du moment où cette entité, vous la mettez dans la catégorie, vous considérez qu'elle est identifiable aux autres éléments de la catégorie. Par exemple, une chaise particulière en bois fait partie de la catégorie des chaises, qui peuvent être très différentes de la chaise que vous catégorisez, puisqu'il y a des chaises en métal, de toutes sortes de couleurs, etc., etc. Et cette opération, donc qui est un processus analogique, parce que le phénomène de la catégorisation est un processus analogique, il repose sur des similarités. C'est-à-dire que cet objet que vous catégorisez comme une chaise, il a des propriétés objectives qui sont les mêmes que les autres membres de la catégorie des chaises. D'accord ? Donc, d'une manière générale, on peut dire que la catégorisation, que j'envisage ici comme un processus,
eh bien, c'est un cas d'analogie. Autrement dit, la fonction de l'analogie est ici de dessiner, si vous permettez cette métaphore, des catégories, de construire, d'utiliser des catégories. Un point important à remarquer ici, c'est que la catégorisation n'est pas un processus conscient, volontaire. Il l'est parfois lorsque on a affaire à des réalités auxquelles nous ne sommes pas accoutumés et qu'il est difficile de catégoriser. Bon. Mais dans les cas ordinaires, la catégorisation est quasiment automatique et c'est le point sur lequel je souhaite insister là. Nous ne pouvons pas ne pas catégoriser. Nous ne pouvons pas ne pas catégoriser. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel objet dans cette pièce, vous ne le verrez pas comme une singularité, mais comme un membre d'une catégorie. Je prends, je sais pas, ces feuilles-là, je les vois comme des feuilles. Bon, ce sont des tableaux, alors peut-être dans la sous-catégorie des tableaux qui sont sur des feuilles. Mais je ne perçois pas cet objet comme étant un objet qui a une singularité. Quand vous croisez des gens dans la rue que vous ne connaissez pas, vous les catégorisez immédiatement. Vous ne les percevez pas comme des singularités. Tout de suite, vous les catégorisez selon différents types de catégories. Catégories descriptives, je sais pas, des blonds, des bruns, des roux, des hommes, des femmes, selon leur nationalité ou leur culture, etc. etc. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'implique ce processus de catégorisation, c'est que l'accès à la singularité, le fait de percevoir quelque chose comme singulier, unique, incomparable d'une certaine façon, est extrêmement difficile. Notre système cognitif est fait pour est fait pour la catégorisation, et cet impératif de la catégorisation nous rend difficile l'accès à la singularité. Et cet accès à la singularité, au fond, vous l'avez dans des situations assez particulières. Par exemple, dans le cas de l'œuvre d'art, hein, où là, il y a une recherche d'une singularité. Ou dans le cas des relations que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous sont le plus proches, votre famille, etc. Par exemple, hein, que vous percevez tout de suite comme des personnes singulières, parce que vous les connaissez. Mais même cette perception comme personne singulière des personnes qui vous sont familières n'est pas si évidente. Vous pouvez percevoir vos parents comme des parents, comme appartenant à la catégorie des parents, donc faisant des choses, ayant des propos, des comportements qui sont propres aux parents en tant que catégorie, et pas en tant que personne individuelle, singulière, etc. Hein. Donc, ce qui est important dans cette notion de catégorisation, c'est de bien voir ce qu'elle empêche aussi. Par rapport elle permet beaucoup de choses, évidemment. Grâce à la catégorisation, le monde nous apparaît ordonné. Imaginez un être qui n'aurait pas de capacité de catégorisation. Ça signifierait quoi? Ça signifierait que deux grains de sable seraient pour lui deux objets complètement différents qui n'ont aucun rapport entre eux. Il n'y aurait aucune catégorie que des individus, de purs individus. Ça n'est pas comme cela que nous percevons le monde. Nous le percevons comme étant peuplé de catégories. Bon. Alors, vous avez donc trois grands types de catégories. Des catégories plutôt de sens, comme les concepts, les signifiés, etc. On a affaire dans ce cas-là à des analogies homogènes, qui sont de haut niveau, puisqu'on est sur un plan conceptuel, et qui sont plutôt binaires. Bon,
ces catégorisations de type sémantique ou sémantico-conceptuel sont liées à la question de la dénomination, c'est-à-dire que les entités linguistiques que sont les signes vous permettent de renvoyer à ces objets du monde. Alors ensuite, vous avez les catégories de forme, les phonèmes, dont j'ai parlé il y a un instant, qui là sont aussi des analogies homogènes, mais de bas niveau. Hein. C'est un niveau, disons, de perception ou de production qui est catégoriel. Hein, parce que je parlais tout à l'heure de perception ou de production, mais je veux dire, si je vous demande de produire un son qui est entre P et B, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc la perception catégorielle est là. On parle de perception catégorielle, mais la production est aussi catégorielle, d'une certaine façon. Et puis enfin, vous avez les catégories qui associent forme et sens. Donc les signes au sens saussurien, les parties du discours, hein, le fait que vous perceviez les déterminants comme des déterminants, et que même sans apprentissage explicite de la grammaire, vous savez bien qu'il faut mettre un petit mot comme un ou le devant les mots. Les enfants savent faire ça très facilement. Bon, donc les parties du discours existent comme catégorie dans votre esprit d'une manière assez spontanée. Hein. Là d'ailleurs, la question se pose dans l'enseignement de la grammaire, l'enseignement scolaire de la grammaire, de savoir si un enseignement explicite de la grammaire permet d'améliorer les compétences linguistiques générales. Bon, les unités lexicales ou les unités grammaticales sont aussi des catégories, mais on peut aller très au-delà. Et là, je veux dire, le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, donc ce tableau-là, où je me suis limité au cas des événements sensorimoteurs, du signifiant, du signifié, etc., on pourrait ajouter ici texte, discours, etc. etc. Hein. Les catégorisations concernent également les phrases, les textes, n'importe quel plan de l'analyse linguistique peut être envisagé sous la forme d'une catégorie. Je veux dire que dans les études littéraires, une partie du travail des études littéraires, sans que les chercheurs de ce domaine en soient forcément conscients, une partie du travail des études littéraires repose sur des phénomènes de catégorisation. Catégoriser un texte dans un genre, dans un style, etc., etc. Voyez, ou comme étant caractéristique d'un auteur, tout cela, ce sont des phénomènes de catégorisation. Bien, passons maintenant à la fonction de régularisation, la fonction que j'appelle régularisatrice. Alors, cette fonction régularisatrice, elle suppose plutôt des analogies proportionnelles. On peut la décrire de cette façon-là. Vous avez deux signes, un signe 1, un signe 2, et puis deux autres signes, S'1, S'2, où S'1 est dérivé de S'2, comme cerisier est dérivé de cerise, et puis S'2 est dérivé de S2, comme pommier est dérivé de pomme. Bon. Donc vous avez une analogie proportionnelle, cerise est à cerisier, comme pomme est à pommier, etc. Alors vous voyez que cela, c'est tout simplement une façon de décrire les phénomènes de construction, disons le cas des mots construits, ce qu'on appelle les mots construits, qui ont des dérivations des préfixations, mais également, d'une certaine façon, tous les cas de figement, de locution, les phénomènes de phraséologie, etc., que je n'ai pas pris en compte ici. Alors, que vous permet ce type d'analogie, enfin, disons, cette similarité proportionnelle que vous avez, mettons, dans votre connaissance linguistique, hein, vous connaissez les mots pomme, pommier, poire, poirier, cerise, cerisier. Donc on peut considérer que cette structure analogique, elle est présente dans votre esprit, comme une sorte de structure. Et dans quel cas y aura-t-il une analogie ? Il y aura une analogie lorsque vous allez entendre, par exemple, pour la première fois le mot cacaoyer.
que vous n'avez jamais entendu, et en émettant donc l'hypothèse que vous ne l'avez jamais entendu, et qu'à partir de ces réseaux de similarité proportionnels, vous allez pouvoir deviner que cacaoyer est à pommier comme cacao est à pomme. Donc, autrement dit, que le cacaoyer, c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Bon. Ce phénomène, c'est tout à fait évident, a une valeur extrêmement générale dans les langues. Hein, disons pas une valeur, mais a une applicabilité très large dans les langues, puisqu'il s'applique à chaque fois que le signifiant est analysable. Mais vous voyez que la perspective de l'analogie conduit à dire que ce que nous avons disons comme structure disponible cognitivement, ce ne sont pas des règles, comme le décrivent certaines linguistiques formelles, mais nous disposons d'une mémoire structurée, puisque nous avons en mémoire ces mots, par exemple cerise, cerisier, pomme, pommier, mais nous les avons en mémoire d'une manière structurée, c'est-à-dire que leur similarité structurelle, elle fait partie aussi de ce que nous mémorisons. Et c'est sur la base de cette structuration que nous allons être capables de produire le mot cacaoyer ou de le comprendre. Ça n'est pas une règle abstraite, c'est une sorte de reproduction d'un procédé de construction existant. Je vous ai déjà donné l'exemple des enfants qui disent « ils sontaient ». Non, je vous ai déjà donné cet exemple, je crois. Hein. Donc, c'est exactement, ils font exactement la même chose. Ils n'ont jamais entendu ce verbe de la part de leurs parents. Ou alors c'est que leurs parents sont vraiment ignares. Mais en revanche, ils ont retenu que ils chantent, ils chantaient, ils dansent, ils dansaient, etc. Et par analogie, ils construisent, ils sontaient. Donc c'est là que va intervenir, pour la compréhension de ce type de phénomène, les paramètres statistiques, parce que, évidemment, un processus analogique qui va permettre de construire ce mot ou de le comprendre va dépendre de la fréquence ou de la quantité des structurations analogiques que vous avez en mémoire et qui sont en relation, donc qui vont constituer la source pour analyser ce type de signes nouveaux, quoi. Alors, cela s'applique donc chaque fois qu'on a quelque chose qui est prévisible dans l'analyse du sens. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la motivation relative chez Saussure. Et ce type d'analogie renvoie, c'est explicite chez Saussure, hein, mais aussi chez des auteurs comme Gustave Guillaume, à la systématicité de la langue. Si vous vous souvenez, je ne vais pas j'ai exposé cela l'année dernière, mais ce sont des choses, je pense, que vous connaissez en partie. Si vous vous souvenez de la définition saussurienne de l'arbitraire, hein, et de la distinction entre arbitraire absolu et arbitraire relatif. Oui. Vous vous souvenez, Saussure dit, voilà, 20 est arbitraire, mais 19 c'est de l'arbitraire relatif ou de la motivation relative. Chêne est arbitraire, mais Poirier relève de la motivation relative. Donc on voit bien à chaque fois 19 Poirier. Pourquoi motivation relative? Parce qu'on peut analyser le signe et on peut comprendre son sens même si on ne l'a jamais entendu. Or, quand vous considérez les langues comme système linguistique et les sous-systèmes qu'ils constituent, eh bien, cette régularité est absolument impérative. Et elle n'empêche pas, bien sûr, le fait qu'existent des éléments qui relèvent de l'arbitraire. Mais il y a, si vous voulez, une plus grande systématicité là où la
la fonction régularisatrice de l'analogie a joué un rôle important historiquement. Bon, prenez par exemple le cas des noms de nombres. D'accord ? En français, vous avez besoin d'une vingtaine de mots arbitraires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À partir de 17, c'est de la motivation relative. 18, 19, motivation relative. 20, absolue. Donc, ça en fait un de plus. Ensuite, il y a 30, 40, etc. 60, 70, c'est motivation relative, etc. D'accord ? Donc, quand vous comptez comme ça, vous faites le total à peu près une vingtaine de mots de base, si vous intégrez 100, 1000, et vous fabriquez combien de noms avec tout ça ? Ben, une infinité. Hein. Donc, avec un tout petit nombre de signes arbitraires, dans un système, un sous-système comme le système de la numération, des déterminants numéraux, qui a un très fort taux de régularité, vous fabriquez une infinité de signes avec un tout petit nombre de briques arbitraires. Donc, autrement dit, quand vous prenez l'ensemble des noms de nombres, quantitativement, l'arbitraire joue un rôle fondamental, certes, mais quantitativement minuscule par rapport au nombre de signes motivés. Oui ? Si vous faites le rapport entre, pour un système de signes, pour un sous-système de signes, nombre de signes arbitraires, nombre de signes motivés au sens de la motivation relative, combien il y a de signes arbitraires sur combien de signes motivés, ben, vous obtenez un rapport qui vous indique le degré de systématicité du système. Si on n'avait pas cette régularité, s'il fallait un mot différent pour chaque nombre, ce ne serait pas possible. Hein. À ma connaissance, il n'y a aucune langue qui fonctionne de cette façon-là. Les systèmes de numération peuvent être très différents d'une langue à l'autre, mais il y a forcément une construction fondée sur l'analogie régularisatrice pour rendre compte de ce phénomène. Alors, selon les sous-systèmes de la langue, vous avez des sous-systèmes plus ou moins réguliers. Les sous-systèmes de la conjugaison, par exemple, sont assez réguliers. Les sous-systèmes flexionnels, d'une manière générale, sont assez réguliers. Beaucoup plus réguliers que les systèmes dérivationnels, qui, eux, sont beaucoup plus aléatoires, etc. Donc, ça, c'est un calcul qu'on peut faire selon les systèmes auxquels on s'intéresse. Alors, cette fonction régularisatrice, c'est une analogie homogène, hein, puisqu'on a affaire à des similarités entre des signes. C'est une analogie de haut niveau, elle n'est pas sensorielle, disons. Elle est plutôt proportionnelle. Et puis, elle intervient à tous les niveaux de complexité, puisque cette régularité, vous l'avez au plan des morphèmes, au plan des syntagmes, c'est-à-dire que, si vous voulez, on peut décrire aussi la syntaxe de cette façon-là. Hein. C'est-à-dire que le phénomène de la transitivité, par exemple, peut être décrit comme étant une structure analogique qui se retrouve dans toutes sortes de syntagmes verbaux. Les phrases pour les schémas syntaxiques et pour les moules textuels, ce qu'on appelle les moules textuels pour les textes. Alors, il y a un petit groupe de chercheurs qui a développé, aujourd'hui c'est Kilani Scotch qui est en Suisse, et Dressler qui est celui qui a un peu inspiré cette approche au départ, ce qu'on appelle la morphologie naturelle. Hein. Donc je ne peux pas trop vous en parler en détail pour l'instant, mais sachez que cette approche de la morphologie naturelle, qui donc est une approche qui s'inscrit dans le cadre des linguistiques de l'iconicité, etc., analyse d'une manière très systématique ce type de régularité dans la morphologie. Pas seulement, mais en partie. Donc il y a déjà, si vous voulez, un type d'approche très
disons un cadre théorique qui s'est développé indépendamment de ce type d'études sur l'analogie, qui est illustré, donc qui se définit lui-même comme étant une morphologie naturelle. D'ailleurs, dans un numéro de la revue du français moderne consacré à l'iconicité et à l'analogie, vous avez un article de Killenny Scotch qui montre le lien de cette morphologie naturelle avec la problématique de l'analogie. Alors, passons maintenant à la fonction figurative de l'analogie. Alors là, c'est une fonction que je vais développer un peu plus longuement, bon, pas aujourd'hui en détail parce que je vois qu'il nous reste assez peu de temps. Donc, cette fonction figurative, elle vise à produire un effet d'image. Donc, dans le cas précédent, vous voyez la fonction régularisatrice de l'analogie, c'est une sorte de plan d'analyse sur lequel l'analogie a pour fonction de rendre régulier, ou si on prend la perspective historique, là je vous en ai parlé tout à l'heure de la fonction régularisatrice uniquement d'un point de vue synchronique, du point de vue cognitif des sujets parlants, mais cette régularisation, elle s'effectue aussi sur un plan historique. Comment dire, donc dans les deux cas, qu'il s'agisse du plan strictement cognitif individuel ou sur le plan historique, l'analogie a pour fonction, vous voyez que c'est une fonction différente de la fonction de catégorisation, a pour fonction d'unifier les systèmes de signes, les signes, les systèmes de signes. Donc de créer une sorte de similarité, mais qui est, enfin, disons, de jouer sur des similarités, de les étendre, de les faire fonctionner via l'analogie, mais d'une manière complètement différente de la fonction de catégorisation ou encore de la fonction discursive lorsqu'on cherche à expliquer quelque chose au moyen de l'analogie. Alors là, la fonction figurative, elle joue sur encore un autre plan qui implique la relation fondamentale qui existe entre analogie et image. Alors, cette relation entre analogie et image, elle est évidente à partir du concept d'iconicité. Mais je parlerai séparément de la fonction iconique de l'analogie, qui est donc liée à la ressemblance signifiant-signifié. Là, ce que je vise ici, c'est l'effet d'image au sens où, dans toutes les langues, il y a des situations dans lesquelles, enfin des expressions, des mots, etc., qui, tout en ayant une réalité sonore, disons, sans parler de l'écrit pour l'instant, tout en ayant une réalité sonore, ces mots évoquent des images. Évoquent des images, alors, comme par exemple dans le cas de la métaphore, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. L'or du soir qui tombe, qui est donc une métaphorisation qui permet de visualiser la couleur du soleil couchant. Ou alors dans l'analogie argumentative, je prends cet exemple-là de Robespierre, les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine. Vous voyez que là, il y a une sorte de... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de visualisation? C'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous voyez bien que cette structure argumentative, elle est complètement différente d'une structure très proche qui consisterait à dire les dentistes sont aux dents, ce que les cardiologues sont au cœur, par exemple pour expliquer ce que c'est qu'un cardiologue à un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un cardiologue? C'est le dentiste du cœur, on pourrait dire. C'est celui, de la même manière que le dentiste s'occupe des dents, le cardiologue s'occupe du cœur. Bien.
ou le médecin du cœur, on va dire. Hein, donc, dans cette construction discursive ici, je n'ai pas cet effet produit par la formule de Robespierre, les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine. Il manque un A ici. Et c'est cela que je veux thématiser à partir de cette notion d'effet d'image. Bon, alors, ce deuxième cas est un peu plus complexe, donc restons sur le premier. Ce qui est en jeu ici, et que je développerai plus longuement la semaine prochaine, c'est donc cette chose qu'on oublie beaucoup et qui est pourtant extrêmement, là aussi, naturelle dans les pratiques langagières, c'est que certains mots, certaines expressions sont porteuses de visualisation. Par exemple, si vous dites couper les ponts au lieu de cesser toute relation, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas linguiste, etc., percevra qu'il y a un effet d'image, donc couper les ponts. Voilà, qu'on fait une image. Pourquoi parle-t-on d'image dans le langage? Quel est le rapport entre les mots et les images? Si on veut prendre au sérieux la notion d'image, qu'est-ce que ça veut dire de parler d'image au sujet du langage? D'accord? Donc, cette question-là que donc j'examinerai la semaine prochaine autour de cette notion de fonction figurative de l'analogie. Je le réserve pour la semaine prochaine parce que là je vois qu'il est trop tard pour que je me lance dans l'explication. Donc je préfère garder les 5 minutes qui restent pour d'éventuelles questions ou si vous avez des questions plus personnelles, comme d'habitude, hein, je reste un peu après le cours à votre disposition. Voilà, merci beaucoup de votre attention et donc à la semaine prochaine.